L'appartement d'Hélène Dubois surplombait la Défense, une tour de verre et d'acier qui semblait percer le ciel parisien, souvent lourd et gris. À l'intérieur, le silence était une entité palpable, à peine dérangée par le murmure lointain de la circulation. Chaque surface était impeccable, chaque objet aligné avec une précision chirurgicale, reflétant une vie dominée par l'ordre et le contrôle. C'était un sanctuaire de réussite matérielle, mais un désert de chaleur humaine. Hélène se tenait près, de l'immense baie vitrée, son tailleur griffé aussi impeccable que le décor. Elle regardait sa montre, une légère crispation au coin des lèvres trahissant son impatience. D'habitude, l'arrivée de Chloé, la baby-sitter de son neveu, apportait une douceur et une vie qui manquaient cruellement à ces lieux. Mais ce soir, l'attente était empreinte d'une tension inhabituelle, d'une exigence qui allait bientôt faire voler en éclats la routine bien huilée de leur relation professionnelle. Quand Chloé arriva, ponctuelle comme toujours, elle portait la fatigue de sa journée comme un vêtement invisible. Ses habits étaient simples, mais propres et soignés, et son visage, bien que marqué par de légers cernes, s'illuminait d'un sourire sincère en voyant le petit garçon. Hélène l'intercepta avant même qu'elle ait pu poser son sac. Sa voix était calme, presque trop, une façade pour l'acier qui se cachait derrière. Elle avait un dîner d'affaires imprévu, de la plus haute importance, et il était impératif que Chloé reste quelques heures de plus. C'était formulé comme une information, pas comme une question. Mais la réponse de la jeune femme fut douce et sans appel. « Je suis vraiment désolé, Madame Dubois, mais c'est impossible. Je dois partir à l'heure exacte. » Elle le dit sans arrogance, avec une sorte de tristesse résignée qui échappa complètement à Hélène, trop habituée à ce que le monde se plie à sa volonté. La frustration d'Hélène se transforma en une froide irritation. Pour elle, ce refus était un affront, un manque de professionnalisme incompréhensible de la part d'une étudiante qui avait besoin d'argent. Son esprit logique ne pouvait concevoir une raison valable. Elle laissa tomber son masque de courtoisie et ses mots devinrent des lames acérées. « Je vois. J'imagine que vos autres engagements sont bien plus importants. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, Chloé. Pas d'une personne dont les priorités sont si fluctuantes. » La phrase plana dans l'air stérile de l'appartement, conçu pour rabaisser, pour humilier. Chloé ne s'y a pas. Mais pendant une fraction de seconde, une douleur profonde traversa son regard. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, une acceptation silencieuse, qui, étrangement, ne fit qu'attiser la colère d'Hélène. La dignité de la jeune femme était une forteresse que ses mots ne pouvaient atteindre. Une fois Chloé partie, à l'heure précise, le silence revint, plus lourd et plus oppressant que jamais. Hélène se sentit seule. Non pas victorieuse, mais curieusement vide. Le refus de Chloé était une anomalie, une équation qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Pourquoi une jeune femme qui travaillait si dur pour financer ses études refuserait-elle une somme conséquente pour quelques heures de plus? La méfiance, alimentée par son incapacité à comprendre, commença à germer dans son esprit. Elle imagina un autre emploi, une vie sociale qu'elle privilégiait. Une curiosité froide et analytique prit le dessus, se transformant rapidement en une obsession. Elle devait savoir. C'est fou comme on peut si vite condamner une personne sans rien connaître de sa bataille. Si vous aussi, vous croyez qu'il faut regarder au-delà des apparences, votre abonnement nous donne la force de continuer à partager ces récits. La curiosité d'Hélène se mua en une détermination froide. Ce n'était plus une simple question d'orgueil blessé, mais une énigme logique qui exigeait une solution. Son esprit, habitué à disséquer des bilans financiers et des stratégies de marché, ne pouvait tolérer cette variable inconnue. Chaque soir, le départ ponctuel de Chloé était devenu une dissonance dans la symphonie parfaitement orchestrée de sa vie. Elle devait comprendre ce qui pouvait être plus impérieux qu'une opportunité financière évidente. Elle commença à échafauder des scénarios, tous plus improbables les uns que les autres. Mais aucun ne parvenait à satisfaire sa rationalité. Finalement, elle prit une décision qui allait à l'encontre de tous.
Ses principes de respect de la vie privée, une décision née d'une obsession qu'elle ne s'expliquait pas elle-même. Le lendemain soir, elle ne rentrerait pas directement chez elle. Elle allait suivre Chloé. Le soir suivant, Hélène attendit dans sa berline, aux vitres teintées, garée à une distance respectable de son immeuble. Elle vit Chloé sortir, le pas rapide mais non pressé, et se diriger vers la station de métro. La filature commença, un jeu étrange et inconfortable pour Hélène. Elle l'a suivi dans le dédale souterrain, un monde qui lui était devenu étranger. Le claquement métallique du tourniquet, la foule anonyme, l'odeur confinée des tunnels, tout cela contrastait violemment avec l'air filtré de ses bureaux et de son appartement. Le trajet fut long, la sortant de son pari de carte postale pour l'entraîner vers une banlieue plus fonctionnelle, moins esthétique. Chaque station qui défilait était un pas de plus vers une réalité qu'elle ne soupçonnait pas. Un voyage qui érodait lentement mais sûrement ses certitudes et ses préjugés sur la jeune femme. Chloé descendit finalement du RER et Hélène la suivit, maintenant à pied, se sentant de plus en plus déplacée dans ses talons coûteux sur les trottoirs usés. La destination se révéla être un grand bâtiment de briques et de verre, impersonnel et massif, un hôpital public. Hélène s'arrêta, perplexe. Son esprit avait envisagé un autre travail, un cours du soir, un rendez-vous amoureux, mais certainement pas cela. Elle observa Chloé entrer sans la moindre hésitation, avec la familiarité de quelqu'un qui connaît le chemin par cœur. Une appréhension nouvelle s'empara d'Hélène, un pressentiment que la réponse à son énigme ne serait pas simple et peut-être même douloureuse. Elle attendit quelques minutes, luttant contre l'envie de faire demi-tour, puis, poussée par cette même force irrationnelle, elle pénétra à son tour dans le hall de l'hôpital. Guidée par une intuition soudaine, elle consulta le panneau d'information et monta jusqu'à l'étage des maladies chroniques et des soins palliatifs. L'atmosphère y était pesante, chargée d'une tristesse silencieuse et d'une odeur d'antiseptique. Au bout d'un long couloir baigné par la lumière blafarde des néons, elle aperçut une porte entr'ouverte. Elle s'approcha discrètement, le cœur battant. À l'intérieur, dans une petite chambre stérile, Chloé était assise au chevet d'une femme très amaigrie, dont le visage portait les stigmates d'une longue maladie. Elle lui tenait la main et lui lisait un livre à voix basse, avec une douceur et une patience infinie. La femme, les yeux fermés, semblait apaisée par le son de sa voix. C'était sa mère. Tout le puzzle s'assembla d'un coup dans l'esprit d'Hélène, avec la violence d'une déflagration. L'armure de certitude d'Hélène se fissura. Le visage de Chloé, tourné vers sa mère, était illuminé par le même sourire sincère et bienveillant qu'elle offrait chaque jour à son neveu. Ce n'était pas de l'inflexibilité, du manque de professionnalisme ou un caprice, c'était de l'amour, un dévouement pur et inconditionnel qui la poussait à traverser Paris chaque soir, non pas pour un autre engagement, mais pour un devoir sacré, celui d'une fille, pour sa mère. Une vague de honte submergea Hélène, si puissante qu'elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Ses mots durs, son mépris à peine voilé, sa froide suspicion, tout lui revint en mémoire, avec une clarté insoutenable. Elle avait jugé une bataille sans en connaître le terrain, condamné une guerrière sans voir ses blessures. C'est incroyable de voir comment une seule image peut démolir un préjugé bâti sur des années. Si vous pensez aussi que chaque personne porte une histoire invisible qui mérite d'être comprise, votre abonnement nous donne la force de continuer à les raconter. Hélène fit demi-tour sans un bruit, quittant le couloir comme une voleuse. Le trajet du retour fut un brouillard. Les lumières de la ville, qui, d'habitude, la rassuraient par leurs promesses de succès et de contrôle, lui parurent soudain vaines et froides. Son appartement luxueux, son sanctuaire d'ordre, lui fit l'effet d'une cage dorée, un mausolée de solitude. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit submergée par une émotion qu'elle avait appris à réprimer, l'impuissance. Le souvenir de sa propre mère, emportée par la maladie quand elle n'était qu'une adolescente, remonta à la surface. Une douleur ancienne et lancinante
qu'elle avait enfoui sous des couches de réussite professionnelle. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. L'image de Chloé au chevet de sa mère tournait en boucle dans son esprit, superposée à ses propres souvenirs fragmentés. Elle revoyait la dignité de la jeune femme face à son humiliation, sa ponctualité inébranlable, non pas comme des défauts, mais comme les manifestations d'une force de caractère extraordinaire. Hélène comprit que la richesse de Chloé n'était pas matérielle, mais émotionnelle. Elle possédait une loyauté et une capacité d'amour qu'Hélène elle-même avait sacrifiée sur l'autel de son ambition. Au petit matin, une nouvelle résolution avait remplacé la honte. Elle ne pouvait pas effacer ses paroles, mais elle pouvait agir. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester simple spectatrice de cette histoire. Elle devait intervenir, non par pitié, mais par une admiration nouvelle et profonde. Parfois, une seule vision peut redéfinir notre perception du monde et nous pousser à agir différemment. C'est pour partager ces puissants moments de bascule que nous créons ces histoires, et chaque nouvel abonnement nous confirme que nous ne sommes pas seuls à y croire. Le lendemain, Hélène ne se rendit pas à son bureau. Elle retourna à l'hôpital. Cette fois, elle n'entra pas en catimini, mais avec la détermination d'une PDG habituée à obtenir ce qu'elle veut. Elle demanda à rencontrer le directeur de l'établissement. Prétextant être une philanthrope souhaitant faire un don anonyme, elle utilisa son assurance et son statut social pour obtenir rapidement un rendez-vous. Assise dans le bureau simple du directeur, elle posa des questions précises, se renseignant sur les protocoles de traitement des maladies dégénératives, les coûts et les limites de la couverture de la sécurité sociale. Le directeur, un homme dévoué mais visiblement fatigué par les contraintes budgétaires, lui expliqua la situation sans phare. Il parla des traitements expérimentaux coûteux, des listes d'attente, de la bureaucratie qui ralentissait l'accès aux soins les plus innovants. Sans jamais mentionner le nom de la mère de Chloé, Hélène obtint toutes les informations dont elle avait besoin. Elle découvrit qu'un nouveau protocole prometteur mais extrêmement onéreux pourrait non seulement ralentir la progression de la maladie, mais potentiellement l'inverser. Le coût était exorbitant, bien au-delà des moyens d'une étudiante travaillant comme baby-sitter. Pour Hélène, cependant, la somme représentait une fraction de ses revenus annuels, un chiffre sur une ligne comptable qu'elle pouvait modifier d'un simple ordre. La décision fut instantanée, prise sans la moindre hésitation. Elle ne cherchait ni la gratitude ni la reconnaissance. Cet acte était pour elle une façon de réparer quelque chose en elle, de faire taire ce vieux sentiment d'impuissance qui l'avait hantée pendant plus de 20 ans. Elle expliqua au directeur qu'elle souhaitait financer intégralement le traitement pour une patiente du service, de manière totalement anonyme. Elle insista sur la confidentialité la plus absolue. Elle ne voulait pas que Chloé sache. Ce n'était pas un acte de charité destiné à la faire se sentir supérieure, mais un geste silencieux, une tentative de rétablir un équilibre qu'elle avait elle-même rompu par son arrogance et son ignorance. Elle voulait offrir à Chloé ce qu'elle-même n'avait pas eu, du temps et de l'espoir. En quittant l'hôpital, Hélène se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'argent, qui avait toujours été pour elle un outil de pouvoir et de contrôle, venait d'acquérir une signification nouvelle. Il pouvait être un instrument de guérison, non seulement pour le corps d'une inconnue, mais aussi pour son propre cœur endurci. Elle avait posé un acte qui échappait à toute logique de rentabilité, un investissement dans quelque chose d'immatériel et d'infiniment précieux, la dignité humaine. Elle ne savait pas si cela suffirait à apaiser sa conscience, mais c'était un début, un premier pas sur un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé d'emprunter, celui de la compassion. Elle rentra chez elle, et pour la première fois, le silence de son grand appartement ne lui parut plus oppressant, mais paisible. Les semaines qui suivirent furent une parenthèse d'espoir prudent. Les traitements financés par Hélène semblaient fonctionner, et un optimisme fragile commençait à poindre dans les conversations entre Chloé et sa mère. Mais la maladie est une adversaire imprévisible. Un soir, alors que Chloé arrivait à l'hôpital, elle fut accueillie non pas par le sourire fatigué d'une infirmière,
mais par l'agitation, contenue d'une urgence. L'état de sa mère s'était brutalement dégradé. Une complication rare nécessitait une intervention chirurgicale immédiate, une procédure complexe et coûteuse que le don initial ne couvrait pas. Le sol se déroba sous les pieds de Chloé. L'espoir, si chèrement acquis, venait d'être pulvérisé en un instant. Assise sur une chaise en plastique dans le couloir, le visage enfoui dans ses mains, elle se sentit plus seule et démunie que jamais face à une montagne financière qu'elle ne pourrait jamais gravir. Alors qu'elle était plongée dans son désarroi, une infirmière plus âgée s'assit à côté d'elle, lui offrant un gobelet d'eau. Tentant de la réconforter, elle évoqua la mystérieuse bienfaitrice, qui avait déjà tant fait. Peut-être qu'elle interviendra encore, dit-elle avec bienveillance. Je l'ai reconnue d'un reportage, vous savez. C'est une grande patronne, Hélène Dubois, une femme impressionnante. Le nom frappa Chloé avec la force d'un coup de poing. Hélène. Tout s'éclaira d'une lumière crue et aveuglante. La curiosité insistante, l'humiliation subie dans l'appartement, puis ce don anonyme et providentiel. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, formant une image qu'elle trouva insupportable. Ce n'était pas de la pure générosité, c'était une intrusion. Elle avait été observée, jugée, et sa vie privée, sa douleur la plus intime, était devenue le théâtre de la rédemption d'une femme riche. Un mélange vertigineux de gratitude et de rage la submergea. Le lendemain, Hélène, ayant appris la nouvelle par ses contacts à l'hôpital, arriva pour proposer de couvrir les nouveaux frais. Elle trouva Chloé qui l'attendait près de l'ascenseur, non pas avec l'attitude d'une employée, mais avec la posture droite de quelqu'un qui a été profondément blessé. L'éclairage blafard du couloir stérile accentuait la pâleur de leur visage, créant une scène d'une tension palpable. Avant qu'Hélène ait pu formuler la moindre offre, la voix de Chloé s'éleva, tremblante mais nette. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, les larmes brillant dans ses yeux, un mélange de colère et de reconnaissance. « Je vous suis reconnaissante, plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais je ne suis pas votre projet. Non caritatif. Ma vie, la maladie de ma mère, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter pour apaiser votre conscience. » Pour la première fois de sa vie professionnelle, Hélène resta sans voix. Les arguments logiques, les justifications rationnelles, tout ce qui constituait son arsenal habituel lui parut soudain inutile et creux. Le masque de contrôle qu'elle portait depuis des décennies se fissura, laissant apparaître une vulnérabilité qu'elle croyait enfouie à jamais. Sa voix, quand elle parla enfin, n'était qu'un murmure rauque. « Je n'ai pas fait ça par pitié, Chloé. Je l'ai fait parce que vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. » Elle marqua une pause, luttant pour contenir une émotion qui menaçait de la submerger. « J'ai perdu ma mère quand j'étais à peine plus âgée que vous. J'étais impuissante. Je n'avais ni l'argent, ni les moyens de la sauver. Vous possédez quelque chose que tout mon argent ne pourra jamais acheter. Une force, un amour inconditionnel. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider, pas en tant que patronne, mais comme quelqu'un qui comprend votre douleur. » Un long silence s'installa entre elles, seulement troublé par les bips lointains des moniteurs médicaux. Les mots d'Hélène flottaient dans l'air, désarmant complètement la colère de Chloé. Elle ne voyait plus la PDG arrogante qui l'avait humiliée, mais une femme brisée par un chagrin ancien, une femme qui voyait en elle un écho de sa propre impuissance passée. Les larmes qui coulaient maintenant sur les joues de Chloé n'étaient plus des larmes de rage, mais de compréhension. Dans ce couloir d'hôpital froid et impersonnel, la barrière sociale et émotionnelle qui les séparait s'effondra. Chloé fit un pas en avant et hocha lentement la tête. Ce n'était plus un acte de charité qu'elle acceptait, mais un geste d'union, une main tendue par-delà le gouffre de la solitude et de la douleur. Pour la première fois, elle n'était plus une employeuse et son employé, mais deux femmes unies par une même bataille. L'opération, financée intégralement par Hélène, fut un succès retentissant. Durant les longues semaines de convalescence qui suivirent, une nouvelle routine s'installa, tissant un lien fragile mais sincère entre les deux femmes. Hélène venait à l'hôpital presque tous les jours, non plus comme une observatrice cachée, mais comme une alliée silencieuse. Elle n'apportait pas de cadeaux ostentatoires,
mais des choses simples. Un livre que Chloé n'avait pas le temps d'aller chercher, un plat chaud pour éviter la nourriture de la cantine, ou simplement sa présence, une épaule sur laquelle Chloé pouvait s'appuyer sans avoir à parler. Dans les couloirs qui avaient été le théâtre de leur confrontation, elle partageait désormais des cafés et des espoirs prudents. La barrière de la hiérarchie sociale s'était dissoute, remplacée par une solidarité née d'une douleur partagée et d'une admiration mutuelle, transformant la culpabilité en soutien et la méfiance en confiance. Une fois, la mère de Chloé suffisamment rétablie pour quitter l'hôpital, Hélène insista pour qu'elle poursuive sa convalescence dans son appartement. Le sanctuaire de verre et d'acier, autrefois si froid et stérile, commença à se métamorphoser. Un lit médicalisé fut installé dans une chambre d'amis avec vue sur la ville. Mais ce furent les petits détails qui marquèrent le vrai changement. Des photos de famille apparurent sur les étagères. Les rires de Chloé et de sa mère résonnaient dans le silence. Et l'odeur du café frais et des repas partagés chassa le parfum impersonnel des lieux. Pour Hélène, ce fut une révélation. Elle redécouvrait la chaleur d'un foyer, la simple joie d'une conversation au petit déjeuner, le réconfort d'une présence bienveillante. Son immense appartement n'était plus une forteresse de solitude, mais un havre de vie, un lieu de guérison non seulement pour la mère de Chloé, mais aussi pour son propre cœur. Cette expérience transforma radicalement la vision d'Hélène sur la richesse et le pouvoir. Elle comprit que son argent pouvait être bien plus qu'un outil pour bâtir un empire commercial. Il pouvait être un levier pour construire des ponts d'humanité. Poussée par cette nouvelle conviction, elle restructura une partie de ses activités et créa la Fondation Les Liens. Sa mission était simple mais puissante. Offrir un soutien financier, logistique et psychologique aux familles qui, comme Chloé, luttaient en silence pour accompagner un proche malade. Elle ne voulait pas seulement signer des chèques, mais créer un réseau d'entraide concret. Et pour diriger cette fondation, il n'y avait qu'une seule évidence. Elle offrit le poste à Chloé, qui, avec son diplôme d'infirmière bientôt en poche et son expérience personnelle poignante, incarnait parfaitement l'âme du projet. 2 ans plus tard, la scène se déroulait dans le jardin d'une maison de campagne qu'Hélène venait d'acheter. C'était l'anniversaire de Chloé. Sa mère, radieuse de santé, coupait le gâteau sous le regard attendri d'Hélène. L'air était rempli de rires et de conversations légères. Chloé n'était plus la baby-sitter timide, mais une jeune femme épanouie, directrice d'une fondation qui avait déjà aidé des centaines de familles. Hélène, quant à elle, n'avait jamais paru aussi sereine, son sourire n'étant plus un masque de contrôle, mais l'expression d'un bonheur authentique. En regardant Chloé et sa mère, elle comprit la vérité la plus profonde de son parcours. En cherchant à réparer une injustice et à apaiser une vieille douleur, elle n'avait pas seulement sauvé une famille, elle s'était sauvée elle-même. C'est pour continuer de croire en ces miracles humains que votre abonnement est si précieux. Il nous aide à partager ces récits qui redonnent foi en l'autre.